Bienvenue dans le podcast Trends Bourse avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING. Bonjour et bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre podcast Trends Bourse. Il y a pas mal de choses à évoquer cette semaine, dont les incontournables résultats de Nvidia, qui sont toujours très attendus, mais particulièrement en ce moment, puisque la tech américaine semble quelque peu en difficulté. On évoquera également les résultats d'AB InBev, en qui on ne croyait plus vraiment. Et puis il y a d'autres surprises aussi dans cette saison des résultats dont il faut qu'on parle. Et pour commenter tout cela, eh bien c'est toujours un plaisir de retrouver Guy Legrand. Bonjour Guy. Bonjour Gaël, plaisir partagé bien entendu. Alors commençons donc avec ces résultats de Nvidia. C'est un peu la grand-messe, c'est un peu les résultats qu'on attend. Et c'est vrai qu'en ce moment particulièrement, comme je le disais, on a vu le Nasdaq en difficulté, on a vu les valeurs de la tech depuis l'affaire DeepSeek en difficulté. Absolument. Et donc voilà, ces résultats de Nvidia, on comptait dessus énormément. Est-ce qu'ils étaient à la hauteur ? Ils étaient à la hauteur, oui, et heureusement parce que comme le titrait le magazine financier américain Barron's, c'est de Nvidia que dépend le reste, les semaines prochaines dans la tech. Si c'était bon, c'est parfait. Si c'était mauvais, c'était une cata. Mais non, c'était bon. Enfin, quand on dit bon, entendons-nous bien entendu pour les technologiques en général et pour Nvidia en particulier. Si ça n'est pas supérieur et même de préférence très supérieur aux attentes, c'est mauvais, soyons très clairs. Or, pour Nvidia, comme pour d'autres, les résultats furent supérieurs aux attentes. Quatrième trimestre, chiffre d'affaires plus 78, bénéfices plus 80%, ça n'est pas vilain. L'ensemble de l'année, quand même, pour fixer les idées, chiffre d'affaires plus 114%, bénéfices plus 130%. Bon, c'est bien donc dans l'absolu. Quid des attentes ? Je citerai juste un chiffre, le bénéfice par action est de 89 cents, ça c'est le dernier trimestre, contre une attente de 81, 10% de mieux, c'est bien, et c'est même fort bien, osons le dire, et le patron Wang a signalé que la demande de puce Blackwell, qui est le produit nouveau déjà en vente, mais qui ne représente qu'un quart du total jusqu'à présent, la demande était incroyable, donc les nouvelles sont quand même très bonnes, de ce point de vue-là en tout cas. Est-ce qu'on peut se dire que ça va servir du coup à récupérer ? Parce que c'est vrai que on l'a évoqué, mais en décembre, on disait beaucoup qu'il fallait un peu viser les États-Unis, les actions américaines, que c'était des valeurs sûres. Et on se rend compte là en fait que l'air de rien, l'Europe est en train de reprendre des couleurs face à l'Amérique, qui contre toute attente est en train de plonger. Alors plonger, on s'entend évidemment, mais fait des moins bons scores en tout cas. Oui, mais c'est vrai que de toute façon, il y a toujours un peu à boire et à manger en ce moment. Et pour Nvidia, par exemple, autant les résultats sont bons, autant il y a quand même deux ombres au tableau, ce qui a pour conséquence d'ailleurs que le cours n'a pas fait grand-chose. Dans d'autres circonstances, il aurait peut-être bien grimpé. Mais en fait, les prévisions pour le premier trimestre de cette année-ci, qui commence en février, les prévisions sont d'une marge brute en repli. La marge brute de Nvidia est en repli depuis plusieurs trimestres, mais elle est prévue à 71% contre une attente de 72,2% des analystes. Donc, prévision de marge en dessous des attentes. Et autre chose, c'est Trump. Et un analyste faisait remarquer la télévision américaine, qu'est-ce que Trump et Jensen Huang, patron de Nvidia, se sont rencontrés il n'y a pas longtemps. On sait que la grande préoccupation de Trump, c'est la Chine. Il ne s'agit pas que la Chine nous rattrape et nous dépasse en matière technologique. Donc, est-ce qu'il va faire pression sur Nvidia ? Est-ce que Nvidia a été d'accord moyennant de ne pas vendre ses superpuces à la Chine. Donc, Nvidia, c'est très bon, mais effectivement, il y a à boire et à manger, et c'est ce qui explique sans aucun doute que, effectivement, les technos américaines ne soient plus tout à fait au meilleur de leur forme, et que l'Europe... Et ces résultats ne serviront pas de catalyseur. Mais pas de catalyseur, non, visiblement, les gens se sont dit, bon, voilà, c'est bien, sans plus, oui. Sans plus. Et effectivement, comme vous l'avez dit, l'Europe a pris de l'avant cette année-ci. En début d'année, tous les analystes, ou presque, disaient « on continue avec les meilleurs », c'est-à-dire les valeurs américaines en général, les technos en particulier. Au bout de 2 mois, le SP500, donc l'ensemble de la bourse américaine, c'est plus 1,5%. Le Nasdaq, un peu plus du double, 3,4%. Mais le Stoxx 600, de notre bonne vieille Europe, il est à plus de 9% de hausse. Donc oui, le début de cette année 25 est très bon pour l'Europe. Maintenant, je me souviens de ce que disaient les analystes et gestionnaires en début d'année.
Bon, on continue à miser sur l'Amérique. Il n'est pas exclu un beau rebond des valeurs européennes. Elles ont besoin de se rattraper, c'est vrai. Elles sont bon marché, c'est vrai. Ça se passera peut-être, mais l'histoire nous apprend qu'en fait, les rebonds en Europe, les rebonds boursiers, sont assez flamboyants, sont assez vigoureux, enfin, mais sans grand lendemain. Très temporaire. Donc, c'est pas trop la peine de miser là-dessus pour l'ensemble de l'année. Pour les 2 premiers mois de l'année, oui. Pour le reste, il en reste 10 encore. Stratégie à court terme, donc la stratégie à long terme, c'est pas encore le moment de la repenser intégralement. Ceci étant, une Europe qui performe, et en Belgique aussi, on va retourner un peu ces projecteurs toujours braqués sur les États-Unis, mais la saison des résultats, elle est valable partout, et on a AB InBev qui remet des résultats, j'ai presque envie de dire surprenants. Mais oui, d'ailleurs, ils ont surpris dans le bon sens du terme, puisque le titre a grimpé de 8,6% sur la séance, le jour de l'annonce. 8,6, ça signifie qu'effectivement, c'est une bonne nouvelle, c'est très clair. Rappelons quand même, si besoin en était, qu'AB InBev est un titre qui a explosé naguère, et puis qui a connu quand même un sacré purgatoire. Le titre valait 12 € en 2003, up 110 en 2016, et puis crac, qu'est-ce qui s'est passé ? La boulimie d'AB InBev a sans doute conduit à l'opération de trop. Après avoir avalé des géants au Canada, aux États-Unis, au Brésil, il y a Sab Miller, ça a coûté 100 milliards, et là, la dette est devenue quand même un peu excessive, un peu difficile à payer. Le cours a baissé de presque moitié en 2 ans, et même un peu moins. Rechute énorme en 2020. Là, le cours était en repli de 2 tiers par rapport à son sommet de 2016. Donc, franchement, avec cette progression de l'endettement, avec par-ci par-là un petit couac. On se souvient de l'influenceuse transgenre qui a fait une très mauvaise publicité au titre. Il a été boycotté aux États-Unis. Donc AB InBev était un petit peu passé en coulisses ces derniers temps. Est-ce qu'on peut se dire que là, les résultats, du coup, vont lui remettre un peu la lumière, finalement Visiblement, les analystes ont bien apprécié donc ces résultats. Effectivement, ils sont bons. L'endettement a poursuivi son repli, du multiple EBITDA, c'est comme ça qu'on analyse ça, l'endettement par rapport au cash flow d'exploitation. Enfin bon, on était à 5,5 en 2016, on est à moins de 3 maintenant. Voilà. Ça va dans le bon sens, c'est très bien. Par ailleurs, bien que les volumes vendus soient en baisse, le chiffre d'affaires est en hausse, plus 2,7% pour l'année. L'EBITDA toujours, donc ce bénéfice super brut pour simplifier, plus 8%. Le bénéfice par action, plus 10%. Oui, ça va bien. 2024 a été une bonne année. Quid 2025 Mais quid 2025 ? Disons qu'ici, effectivement, les perspectives ne sont pas monstrueusement emballantes dans la mesure où on n'a quand même pas affaire à Nvidia. C'est un marché très mûr que celui de la bière. Il est en repli d'ailleurs, disons-le franchement. AB InBev compense avec d'autres boissons. Donc on n'attend pas de croissance fabuleuse. Maintenant, les analystes sont quand même très partagés. Enfin, acheteurs et conservateurs, si je puis dire. Non, il y a plus d'acheteurs que de gens qui conservent. L'objectif de cours est de 65 €, ce qui n'est pas très supérieur à l'objectif actuel. Donc il n'y a pas un emballement excessif. On a de nouveau confiance, mais on ne se rue pas dessus. Il y en a une autre dont il faut qu'on parle. On reste chez nous avec AGEAS qui a là aussi battu les attentes. Oui, AGEAS a battu les attentes, pas mal du tout. L'encaissement, on parle d'un assureur pour rappel, donc on parle d'encaissement plus 10%, résultat opérationnel 1,24 milliard, c'est très bien. Oui, enfin, l'attente était 1,23. Donc c'est un petit peu mieux. Petit peu plus. C'est le moins qu'on puisse dire, un chouïa de mieux. Mais enfin, disons que malgré tout, c'est tout à fait satisfaisant. AGEAS, c'est un peu la force tranquille, comme on disait d'un ancien président français. C'est une valeur qui ne fait pas d'étincelles, mais qui répond aux attentes. C'est une bonne valeur de fonds de portefeuille, finalement, pas du tout spéculatif. Les analystes sont partagés, moitié à l'achat, moitié à conserver. Maintenant, il faut bien... Par contre, il n'y a plus personne à la vente depuis l'été dernier. Donc il y avait avant ça quand même un courant vendeur. Maintenant, l'action, mine de rien, je dis bien mine de rien car elle passe un peu inaperçue, il faut bien le dire, mine de rien, l'action AGEAS a quand même progressé de 36% sur un an. Ça n'est pas vilain du tout. Donc on comprend que le potentiel n'est pas considérable, mais c'est une valeur de fonds de portefeuille, encore une fois.
De bons bulletins donc pour AGEAS, bons bulletins également pour AB InBev, excellent bulletin pour DEME. Oui, mais aussi le cours a bondi de 6,4%, donc visiblement ça a été apprécié. Chiffre d'affaires plus un quart, l'EBITDA plus 28%, bénéfice plus 77%, mais ça c'est un petit peu moins significatif. Là aussi, comme à InBev, on a affaire à une entreprise qui a connu une sacrée mauvaise passe. C'est tout récent, c'est en 2023, un cours de 84 €, rebondi à 175 en 24, et puis retombé à 130 €. C'est pas une obligation indexée, DEME, c'est pas du tout la force tranquille, c'est un peu chahuté comme entreprise. C'est assez volatile, oui. C'est très volatile, mine de rien, il faut bien dire. Alors, aujourd'hui encore, pour rappel, DEME est avec Jan de Nul, autre belge, et avec Boskalis aux Pays-Bas, les géants du dragage, lequel dragage s'est étendu ces dernières années très fortement à la construction d'îles pour éoliennes, par exemple. C'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'on avait des espoirs aux États-Unis, avec l'administration Biden. Avec Trump, ce n'est plus du tout le cas. L'éolien Arrow, tout est bloqué. Donc là, il y a un souci sans doute pour DEME. Un autre, c'est des problèmes en Argentine, dans ces pays, on va dire, un petit peu éloignés. Tout ne se passe pas tout à fait comme chez nous, quoique, diront certains. Une bonne nouvelle, c'est que le dividende passe de 2,1 € à 3,8 €. Grande générosité de la part d'un groupe plutôt avare de dividendes, historiquement. Donc, ça a été salué. Maintenant, encore une fois, le cours de DEME est très loin de son maximum de l'an dernier. Donc, visiblement, le marché se veut quand même prudent à son égard. On va rester du côté de la prudence, ou en tout cas aller du côté du bas du classement, si je puis me permettre, dans cette saison des résultats en Belgique, puisqu'on y reste. Et beaucoup d'interrogations quand même, parce que on va parler de Syensqo. Il y a beaucoup de promesses autour de Syensqo, de cette scission. Et au final, là, on est dans la déception par contre. Oui, Syensqo, c'est une vraie grosse déception. Résultat, jeudi passé, à l'annonce de ces résultats, le cours a quand même chuté de 10%. 10% de chute, ça s'appelle un petit crash, Ouais. osons les mots quand même. Alors, déception, c'est vrai. Alors, Syensqo est un peu en panne finalement. Le 4e trimestre, chiffre d'affaires plus 2%. On n'attendait pas mieux visiblement, c'est pas ça. l'EBITDA sous-jacent plus 5%. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires est en recul de 3%. Donc voilà, un groupe un petit peu en panne, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas de croissance pour l'instant, même si Syensqo, en principe, ce sont les matériaux de l'avenir. Donc c'est vrai que Syensqo se présente, au fond, s'est présenté à la scission comme une entreprise, tournée vers l'avenir, les matériaux nouveaux, de haute technologie finalement. Visiblement, Syensqo n'a pas du tout cette image. Le cours avait rebondi un peu avant les résultats, mais il a rechuté, donc comme je viens de le dire. Non, ça ne marche pas finalement. Si on additionne le cours de Solvay et celui de Syensqo, on retrouve la valeur d'avant la scission, voire même un petit peu moins, alors que la bourse a progressé un petit peu quand même depuis lors. Donc c'est un peu un échec, il faut quand même bien le dire. Non, ça ne marche pas. Alors la cotation à New York qui est envisagée, ça a été annoncé en même temps que les résultats. On ne voit pas très bien pourquoi ce serait une solution miracle. C'est vrai que là, c'est un marché qui est beaucoup plus sensible aux valeurs technologiques d'avenir. Mais justement, Syensqo n'a visiblement pas cette image. Le gros défi sera de se profiler comme une société de haute technologie et d'avenir. Ce n'est pas du tout le cas maintenant. Donc pour l'instant, honnêtement... Pas de lueur d'espoir. On n'est pas très chaud dans l'immédiat, il faut bien le dire. 2025 sera égal, ils ont dit. Ils n'attendent pas d'amélioration. Le marché reste difficile. Alors, par contre, est-ce qu'il faut beaucoup craindre de ce cher Trump, encore une fois ? Peut-être pas, parce qu'en fait, Syensqo est très présent aux États-Unis. Ça représente 40% des ventes, mais aussi 40% des effectifs. Donc il n'est pas dit que Syensqo soit parmi les entreprises. Il faudra voir un petit peu la gamme de produits, etc. Et les frais de douane, pas du tout impactés ? Mais justement... Ils sont là-bas. Ils sont là-bas pas mal. Alors il faudrait voir dans quelle mesure ils importent beaucoup aux États-Unis, voir ce qu'ils exportent. Il n'est pas certain qu'ils soient très très fort impactés, peut-être moins que d'autres qui ne produisent pas là-bas. En attendant, Syensqo est en panne. Nous préférons ne pas nous ruer dans l'immédiat, et même on attendra franchement que ça aille un peu mieux, ce qui risque de prendre du temps.
Voilà donc pour ce petit tour d'horizon des résultats. Vous connaissez la coutume maintenant, hein, Guy. J'aime bien qu'on termine cette émission avec peut-être une petite leçon, un point d'attention pour l'investisseur quand on est comme ça au milieu de toute une série d'actualités, d'informations, Oui. surtout en ce moment que ça vient de tous les côtés. À quoi fait attention l'investisseur? Qu'est-ce qu'il retient cette semaine? Mais ce qui retient cette semaine, c'est qu'effectivement l'Europe est bien partie, c'est quand même pas vilain, on va peut-être pas la lâcher tout de suite. Si le marché croit à un rattrapage, ne revendons pas ces valeurs trop vite, je dirais que c'est surtout ça. Ce n'est pas certain que l'Europe batte les États-Unis en 2025. Visiblement, les bonnes nouvelles sont accueillies à bras ouverts, donc on peut faire confiance à l'Europe. Je dirais, il faut sentir quand même que le marché est positif. On peut faire confiance à l'Europe pour plusieurs semaines encore, peut-être même jusqu'au printemps, éventuellement en été, mais bon, on ne va pas s'aveugler pour le reste de l'année. Repenser une stratégie européenne de nos portefeuilles. Merci pour Voilà. ce conseil, Guy. Merci en tout cas pour tous ces éclaircissements sur ces actualités. On se retrouve dans 15 jours, évidemment. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, pour votre écoute fidèle. Et n'oubliez pas que vous pouvez réécouter tous ces épisodes sur notre site web. On se retrouve dans 15 jours. À très bientôt. Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de ING avec son analyse de la situation économique actuelle. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans notre contribution bi-hebdomadaire au podcast Trends Investing. Je m'appelle Luc Charlier et je suis stratégiste en investissement chez ING Belgique. Et je vous propose un petit état des lieux sur les marchés financiers. Ces dernières semaines, nous avons été confrontés à des marchés assez volatiles, ce qui était prévisible compte tenu des tensions commerciales et géopolitiques suscitées par Donald Trump. Mais à y regarder de plus près, on constate que dans l'ensemble, les marchés boursiers s'en sortent plutôt bien et semblent s'accommoder de la situation. Toute la question est de savoir pourquoi. Tout d'abord, l'expérience nous apprend que Trump peut changer d'avis à 180 degrés en l'espace de 24 heures. Comme l'économie américaine continue de croître raisonnablement et devrait connaître ce qu'on en appelle un atterrissage en douceur, elle reste confrontée à des pressions inflationnistes latentes qui pourraient être revigorées par la hausse des droits de douane. Ces derniers sont en effet par nature inflationnistes et seront payés in fine par les consommateurs américains. De ce point de vue, il paraît donc difficile que Trump puisse appliquer durablement des tarifs douaniers élevés. On se souviendra en effet que les démocrates ont en grande partie perdu les élections en raison justement de la colère des ménages confrontés à la hausse des prix chez Walmart. Par ailleurs, Wall Street semble également croire que Trump associe sa performance en tant que président et homme d'affaires à celle du marché boursier. Si tel est le cas, cela devrait l'inciter à tempérer les choix politiques qui pourraient contrarier les investisseurs et peser sur les cours boursiers. Si l'on applique à l'administration Trump le même mode d'analyse qu'aux banques centrales, à savoir qu'il ne faut pas écouter ce qu'elles disent, mais regarder ce qu'elles font réellement et suivre les flux de liquidités, alors il est probable que le nouveau gouvernement aura à cœur de mettre l'accent sur la réduction des dépenses publiques. C'est en tout cas ce que laissent entrevoir les efforts d'Elon Musk, qui, via son département de l'efficacité gouvernementale, entend couper dans les coûts de fonctionnement de l'État, quitte à recourir à la tronçonneuse qu'il a reçue en cadeau du président argentin Milei. En outre, si Trump parvient à conclure un accord avec Poutine et à faire en sorte que la paix et la reconstruction en Ukraine soient assurées par l'Europe, il pourra épargner aux États-Unis une coûteuse course aux armements. Et moins de dépenses militaires, cela signifie moins de dettes et in fine des taux d'intérêt à long terme plus bas. Ce qui ne serait pas du luxe au regard de la hausse spectaculaire ces dernières années de la charge d'intérêt de la dette des États-Unis. Si Wall Street part du postulat que les taux d'intérêt à long terme sont susceptibles de baisser, cela pourrait soutenir les marchés boursiers et permettre au rallye de s'élargir et de ne plus profiter aux seuls gagnants de l'intelligence artificielle US. Une perspective qui, au niveau régional, devrait être bénéfique aux actions non US, en particulier en Europe. Au niveau sectoriel, une manière de jouer l'élargissement possible du rallye boursier consiste notamment à réduire en portefeuille le poids du secteur technologique au profit des valeurs financières et des services de communication. Avec Trump aux commandes, il est certes difficile de prédire exactement ce qui va se passer au cours des 4 prochaines années, mais en dépit de cette incertitude, on se doit de constater que la performance des principales classes actives n'est pas mauvaise et nous pensons qu'elle pourrait le rester. Je vous remercie pour votre écoute. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.